Bonjour, je m'appelle Chloé Dubois et j'ai 27 ans. Ce samedi matin-là, mon petit frère Lucas m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Annule ton rendez-vous chez le médecin et conduis-moi à l'aéroport tout de suite. » J'ai dit « Non ». L'instant d'après, sa main a claqué contre mon visage si fort que j'ai chancelé. « Sale égoïste », a-t-il hurlé. Mes parents n'ont même pas sourcillé. Ma mère a simplement ajouté froidement « Son avenir à lui est important. Pas le tien. » Ce rendez-vous chez le médecin, celui que j'avais attendu pendant 9 longs mois, celui qui allait me dire si la boule dans mon cou était un cancer ou non. Son vol pour la détection nationale du centre de formation de Clairefontaine, l'événement qui pourrait lui assurer un contrat de plusieurs millions d'euros en Ligue 1. J'ai quitté la maison ce jour-là et ils ont tout perdu. Si votre propre famille a déjà choisi le rêve de quelqu'un d'autre au détriment de votre propre vie, restez jusqu'à la fin. Cette histoire se termine de manière glaciale. Cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant pour ne jamais manquer une seule histoire vraie comme celle-ci. J'ai toujours été l'ombre au fond de notre propre jardin. Depuis que mon petit frère Lucas avait 8 ans, ce jardin était son royaume. Papa avait arraché le gazon et coulé une dalle de béton juste pour qu'il puisse avoir un mini-terrain d'entraînement de 20 mètres avec des filets professionnels et un éclairage de stade qui illuminait tout le quartier. Chaque lundi, mercredi et vendredi, un nouvel entraîneur privé en survêtement d'un grand club débarquait dans un SUV allemand, payé 300 € de l'heure en espèces. Sans reçu, bien sûr. Les week-ends n'étaient plus des week-ends. C'étaient des trajets en TGV de nuit vers Lyon, Marseille, Monaco, ou partout où se trouvaient les meilleurs tournois de jeunes ce mois-là. Lucas voyageait en première classe à 12 ans. Moi, je prenais encore le RER pour aller à l'université. Je payais mes propres livres, ma propre nourriture, absolument tout. Pendant que Lucas recevait des crampons moulés sur mesure toutes les 6 semaines, je travaillais de nuit comme agent d'entretien dans des bureaux à la Défense, puis j'enchaînais à 6 h du matin dans une boulangerie de mon quartier pour pouvoir payer mes études et intégrer la Sorbonne. Ma chambre était au sous-sol non aménagé, des murs en parpaing, une ampoule nue au-dessus d'un futon que j'avais trouvé sur le bon coin, et la bande-son constante d'un ballon de foot frappant le mur au-dessus de ma tête jusqu'à minuit. Certaines nuits, je comptais les impacts au lieu des moutons. 137, 138. Jusqu'à ce que les lumières s'éteignent enfin. Maman gardait un immense tableau effaçable sur le frigo avec toute l'année de Lucas planifiée en rouge. Championnat du monde du 17 en juillet, détection à Clairefontaine en juin. Tournoi de pré-saison en août. Mon emploi du temps n'a jamais eu droit à la moindre case. Quand j'ai été acceptée à la Sorbonne avec une bourse partielle, papa a levé les yeux de son téléphone juste assez longtemps pour dire « Cool, ça veut dire que tu fiches le camp plus tôt ». Ils ne sont pas venus à ma remise de diplôme. Lucas avait une sélection en Bretagne ce week-end-là. Maman m'a envoyé un texto avec un emoji de ballon de foot et rien d'autre. À 26 ans, j'avais enfin un vrai travail dans une agence de publicité dans le centre de Paris, gagnant assez pour louer un studio de 20 mètres carrés. Je continuais à envoyer de l'argent à la maison tous les mois parce que les cotisations du club augmentaient encore, que le nouveau radar de vitesse coûtait 2000 € ou que l'équipe avait besoin de nouveaux maillots avec le numéro de Lucas floqué en 3D dans le dos. Je me disais que c'était temporaire. Une fois que j'aurais fait examiner cette boule dans mon cou, une fois que je saurais que tout allait bien, j'arrêterais. Je fixerais enfin des limites. La boule est apparue juste après mon 26e anniversaire, dure comme une bille sous ma mâchoire. Le médecin de famille à Versailles l'a senti, a froncé les sourcils et m'a envoyé directement chez un ORL. L'ORL m'a envoyé en oncologie. Chaque spécialiste accessible en voiture avait des listes d'attente de 6 à 10 mois. J'ai pris le tout premier créneau qu'on m'a offert, dans 9 mois. Je l'ai noté en rouge dans le calendrier de mon téléphone, la seule chose en rouge qui me concernait. Et j'ai attendu. J'ai attendu pendant que la boule grossissait. J'ai attendu pendant que ma voix commençait à se briser sur certains mots. J'ai attendu pendant que la frappe de Lucas passait de 140 à 155 km/h et que les sites de recrutement commençaient à le qualifier de talent générationnel. Personne dans cette maison ne m'a jamais demandé comment j'allais. Maman n'appelait que lorsque l'entraîneur avait besoin d'un autre paiement. Papa ne m'envoyait des textos que lorsque Lucas avait besoin d'être conduit à l'aéroport parce qu'un Uber était trop lent. Je continuais à virer l'argent,
à me pointer avec des boissons énergisantes et des graines de tournesol, à faire semblant de ne pas remarquer que mes colliers n'étaient plus jamais plats. Je me disais qu'une fois le rendez-vous arrivé, tout changerait. J'aurais enfin de l'importance pour quelqu'un, même si ce n'était que pour le médecin. Mais ce rendez-vous tombait exactement le même samedi où Lucas devait être à l'aéroport de Roissy à 8h du matin pour le vol charter privé vers la plus grande détection de sa vie. Et pour la première fois en 27 ans, j'ai réalisé que j'en avais fini d'être une ombre. Ce samedi matin, Lucas est descendu en trombe comme si toute la maison était son clubhouse personnel. Il portait son sweat à capuche de l'équipe de France Espoir, celui avec son numéro floqué en énorme dans le dos, son sac de sport se balançant, ses AirPods crachant la playlist de motivation dont il était obsédé cette semaine-là. Il ne m'a même pas regardé, il a juste aboyé en direction de la cuisine. « Chloé, les clés. On part dans 25 minutes, le vol est à 10h. » J'étais appuyée contre l'îlot central, serrant le premier café chaud que je dégustais en paix depuis une éternité. Mon téléphone était posé à côté de moi, écran allumé avec le rappel pour lequel j'avais vécu, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, oncologie, docteur Sarah Moreau. 11h30, ne pas reporter. J'ai pris une lente gorgée et j'ai dit, je ne te conduis pas. J'ai mon rendez-vous. Il s'est arrêté au milieu du salon, a retiré un AirPod. Quel rendez-vous? Le spécialiste. La boule dans mon cou. Celui que j'attends depuis 9 mois. Il a carrément ri, comme si j'avais raconté la blague la plus nulle du monde. T'es sérieuse, là? Appelle-les et déplace-le. C'est la détection nationale, Chloé. Tous les clubs de Ligue 1 envoient des recruteurs. Je ne vais pas rater ma chance parce que tu as un rendez-vous médical à la con. Ce n'est pas à la con. Ils vont faire une biopsie. C'est peut-être un cancer. Il a levé les yeux au ciel si fort que toute sa tête a suivi. Mon Dieu, que tu es dramatique. Tu as ce truc depuis des lustres et tu te portes très bien. Annule-le. Non. Juste ce mot. Calme, plat, final. L'air dans la pièce a changé instantanément. Il a laissé tomber son sac, a fait 3 pas vers moi jusqu'à ce que nous soyons face à face. Sa voix est tombée à ce murmure hideux qu'il réserve aux gens qui osent lui dire non. Prends tes clés. Monte dans la voiture. Et conduis-moi à cette putain d'aéroport. Je ne le ferai pas. Sa main a bougé plus vite que je n'ai pu la suivre. Paume ouverte, de toutes ses forces, elle a claqué sur le côté gauche de mon visage comme une frappe en pleine lucarne. L'impact m'a fait tourner. Ma hanche a heurté le coin pointu de l'îlot. Le café a explosé sur le comptoir et je suis tombée lourdement sur le tapis du salon, les oreilles bourdonnantes, la vision blanche. Maman et papa étaient déjà là. Ils étaient entrés pendant que nous nous disputions et n'avaient pas fait un bruit. Papa a croisé les bras, m'a regardé par terre et a prononcé les seules paroles qu'il m'adresserait jamais plus. Son avenir à lui est important. Pas le tien. Maman n'a même pas jeté un regard dans ma direction. Elle était trop occupée à s'assurer que la carte d'embarquement de Lucas était affichée sur son téléphone. Je suis restée à terre peut-être 4 secondes, goûtant le sang, sentant l'empreinte parfaite de sa main brûlée sur ma peau. Quelque chose en moi, qui était fissuré depuis des années, s'est finalement brisé en deux. Je me suis relevée, lentement, j'ai essuyé ma bouche et je suis passée devant eux 3 sans un seul mot. J'ai monté les escaliers jusqu'à la chambre que je n'utilisais presque plus. J'ai attrapé le sac de voyage que je gardais pour les déplacements professionnels de dernière minute. J'y ai jeté des vêtements pour 3 jours de plus. Le chargeur de mon ordinateur portable, ma trousse de toilette, le dossier épais contenant tous mes dossiers médicaux, et l'enveloppe avec 4 000 € en espèces que je cachais dans une boîte à chaussures pour les urgences. 14 minutes entre la seconde où sa paume a touché mon visage et la seconde où j'étais de retour en bas. Lucas était déjà dans le garage en train de hurler à propos des embouteillages. Maman tenait sa bouteille de shaker comme si elle était en or. Papa ne s'est jamais retourné. J'ai marché droit vers la porte d'entrée. Lucas a crié depuis le garage, « Chloé, qu'est-ce que tu fous ?» Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la porte, suis sortie dans le matin glacial de mai, et l'ai refermée derrière moi avec un clic doux et final qui, d'une manière ou d'une autre, a semblé plus fort que la gifle elle-même.
Je suis montée dans ma voiture, j'ai reculé hors de l'allée, et je me suis éloignée de cette maison pour la dernière fois de ma vie. J'ai conduit directement à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, l'empreinte de la main de mon frère brûlant encore sur mon visage. J'ai pris le ticket du parking à 10h57, j'ai trouvé une place au niveau 4 et je suis restée assise dans la voiture pendant 3 longues minutes à me regarder dans le rétroviseur. La marque devenait déjà violette. 5 doigts parfaits dessinés comme une marque au fer rouge. J'ai attrapé mon dossier médical, verrouillé la voiture et suis entrée. La salle d'attente de l'oncologie était calme, principalement des patients plus âgés et un adolescent à l'air effrayé avec sa mère. Quand l'infirmière a appelé, Chloé Dubois, elle a eu le même temps d'arrêt que la réceptionniste, mais est restée professionnelle. Je l'ai suivie dans le couloir jusqu'à la salle d'intervention. Le docteur Sarah Moreau attendait déjà, dossier en main, blouse blanche impeccable. Elle a levé les yeux, a vu mon visage, et le dossier s'est abaissé lentement. « Chloé, qui vous a fait ça ?» J'ai ouvert la bouche pour mentir, pour dire que j'étais rentrée dans une porte, mais rien n'est sorti. À la place, toute la matinée s'est déversée d'un coup. Lucas ayant besoin de l'aéroport, la gifle, mes parents se tenant là comme si j'étais une étrangère. L'exode de 15 minutes. Sarah a écouté sans bouger un muscle. Quand j'ai fini, elle a posé le dossier, a retiré ses gants et a dit « Vous ne retournerez pas dans cette maison. Pas ce soir. Pas jamais, si j'ai mon mot à dire. » La biopsie à l'aiguille fine a duré 8 minutes, anesthésie locale, une pression rapide, un pansement, c'était fait. Elle m'a dit que les résultats prendraient 5 à 7 jours ouvrables, et a programmé le suivi. Puis elle a posé la question qui a brisé le dernier fil qui me tenait. Avez-vous un endroit sûr où aller après ça ? Je n'en avais pas. Mon bail de studio avait pris fin en mars. Je dormais au sous-sol sur un matelas pneumatique chaque fois que j'étais en ville. Sarah n'a pas hésité. Vous venez chez moi. Chambre d'amis, double des clés. Un gros golden retriever stupide qui pense que tout le monde est son nouveau meilleur ami. Pas de discussion. J'ai essayé de protester. Elle m'a fait taire d'un seul regard. J'ai vu ce qui arrive quand les gens retournent après le premier coup. Nous n'allons pas faire ça. Sa maison était un modeste pavillon des années 70 à Saint-Germain-en-Laye, des guirlandes de Noël clignotant encore sur le porche parce que la vie est trop courte. Elle m'a tendu un sac de petits pois surgelés, a versé 2 verres très généreux de Bordeaux, et m'a assise à sa table de cuisine. Puis elle m'a demandé ma carte vitale pour pouvoir finir les papiers de l'hôpital sur son ordinateur portable. J'ai fait glisser mon portefeuille sur la table. Elle l'a ouvert, a sorti la carte, puis s'est arrêtée net. « Chloé, pourquoi y a-t-il 9 cartes de crédit ici à votre nom que je suis presque sûre que vous n'avez pas ouvertes ?» Je lui ai dit que je n'en avais que 2. Elle s'est connectée au portail de facturation sécurisé des patients, a demandé un rapport de crédit à jour à des fins de vérification d'assurance. Il s'avère que les oncologues peuvent obtenir des rapports complets en cas de suspicion de fraude. Et nous avons regardé l'écran se charger ensemble. Dette totale non garantie à mon nom, 178 412 €. 9 cartes différentes, toutes ouvertes au cours des 36 derniers mois. Tout au maximum, tout avec des schémas de paiement qui correspondaient au calendrier de football de Lucas comme une empreinte digitale. 29 800 € sur une carte Platinum, hôtel pour l'équipe à Lyon, Marseille et Monaco. 33 100 € sur une carte Black, forfait de coaching privé, radar de vitesse, abonnement à des plateformes d'analyse de performance. 41 200 € sur une carte Visa Affaires, vol charter, jet privé pour des tournois en Italie, note de frais pour les banquets de l'équipe. 34 300 € répartis sur 2 cartes, compléments alimentaires d'une pharmacie de préparation à Genève qui avait été signalée 2 fois par l'agence antidopage pour avoir vendu de la testostérone et des stéroïdes à des joueurs de ligue mineure. Chaque demande portait mon numéro de sécurité sociale, ma signature scannée sur d'anciens formulaires d'autorisation scolaire, mon adresse à Versailles. Certaines mentionnaient même Lucas comme utilisateur autorisé pour qu'il puisse les exhiber lors des dîners d'équipe. Sarah a fixé l'écran pendant un long moment. Puis elle a fermé l'ordinateur portable, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Votre famille ne vous a pas seulement agressé ce matin. Ils vous volent depuis des années,
et ils ont utilisé votre avenir pour acheter le sien. J'étais assise là, dans la cuisine chaleureuse d'une inconnue, tenant des petits pois surgelés sur le côté de mon visage, fixant le chiffre qui représentait maintenant toute ma vie d'adulte endettée. 178 000 €. Chaque centime englouti dans le mythe de Lucas Dubois, futur prodige du football. Et pas une seule personne dans cette maison n'avait jamais pensé à demander si j'allais bien. 2 semaines plus tard, le monde du football s'est enflammé. J'étais dans la cuisine de Sarah, dans un vieux sweat de la Sorbonne, en train de manger un yaourt directement dans le pot quand mon téléphone est devenu fou. Il n'a pas sonné. Il a vibré sur le plan de travail en granit comme s'il essayait de s'échapper. Je l'ai ramassé et l'écran était déjà un champ de bataille. D'abord, les captures d'écran de groupes de discussion de parents à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée. Puis les spaces sur Twitter, puis les messages directs de comptes que je ne suivais même pas. La détection nationale avait effectué des contrôles surprises sur tous les joueurs les plus prometteurs ce week-end-là. Lucas a été sorti du terrain après sa 4e mi-temps, escorté au local médical par 2 hommes en polo avec des badges de l'AFLD, Agence française de lutte contre le dopage. D'eux ils ont prélevé du sang et de l'urine sur le champ. Les résultats sont revenus du laboratoire olympique en moins de 48 heures, positifs à 3 composés anabolisants distincts. Des chiffres si ridiculement élevés que le laboratoire a signalé une utilisation non thérapeutique et l'a envoyé directement au bureau de la Fédération française de football. À 10h12, son nom a disparu des classements en direct. À 11h03, le compte officiel de la FFF a publié la déclaration la plus sèche de l'histoire du sport. Le participant LD a été exclu de l'événement et est inéligible à toutes les futures activités de la FFF en raison d'une violation des règles antidopage. À midi, tous les sites de recrutement l'avaient effacé. L'équipe, RMC Sport, Foot Mercato, disparu. Son profil de joueur redirigeait maintenant vers une page 404. 11 entraîneurs de centres de formation de Ligue 1 qui lui envoyaient des émojis cœur depuis 2 ans ont soudainement cessé de répondre. 11 offres de contrats aspirants se sont évaporées comme si elles n'avaient jamais existé. Le tableau de suivi des futurs talents qui le projetait comme un des 15 meilleurs espoirs pour 2027 avait maintenant une seule ligne dans les notes internes qui a fuité 1 heure plus tard, interdiction mondiale permanente de football. Ne pas contacter. Mon téléphone est devenu une arme. Maman a envoyé 41 messages en 6 minutes. C'est toi qui as fait ça. Tu es morte pour nous. Ton frère pleure dans sa chambre et c'est de ta faute. Papa a envoyé un message vocal. 38 secondes de pur venin. Tu as intérêt à prier pour que je ne te revoie jamais. Lucas a envoyé 87 textos avant que je le bloque. Ils ont commencé par la supplication, sont passés aux menaces, et se sont terminés par des sanglots en majuscules disant que j'avais assassiné son rêve. Comme si c'était moi qui tenais la seringue. À 15h, quelqu'un avait déjà lancé une cagnotte Litchi intitulée « Aider Lucas Dubois à combattre un faux positif ». Elle a été retirée en 20 minutes pour violation des conditions d'utilisation. À 17h, le sujet principal sur le plus grand forum de recrutement était un fil de 47 pages intitulé « Le scandale des stéroïdes de Lucas Dubois, chronologie et preuves », avec 1,2 million de vues. Quelqu'un a posté des photos côte à côte. Lucas a 16 ans, athlétique. Lucas a 18 ans, massif, les veines sortant de son cou comme des câbles. Les commentaires étaient brutaux, chirurgicaux, définitifs. Je me suis assise par terre dans le salon de Sarah, les jambes croisées, faisant défiler le carnage, pendant que son Golden Retriever posait sa tête sur mon genou. Chaque notification était une autre brique du mur qu'ils avaient construit autour de lui, l'écrasant finalement en dessous. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé l'empire qu'ils avaient acheté en vendant mon avenir s'effondrer en temps réel et je n'ai absolument rien ressenti. À 21h42, maman a appelé d'un nouveau numéro. J'ai laissé sonner. Elle a laissé un message vocal que j'ai écouté sur haut-parleur pour que Sarah puisse l'entendre aussi. Il a essayé de se faire du mal ce soir à cause de ce que tu as fait. S'il meurt, tu auras son sang sur les mains. Reviens à la maison tout de suite et arrange ça. J'ai bloqué ce numéro aussi. Puis j'ai retourné le téléphone, je me suis versé un verre d'eau et je suis allée me coucher. Pour la première fois de toute ma vie,
Personne dans cette maison ne pouvait m'atteindre. Et l'avenir doré et parfait de Lucas était déjà 6 pieds sous terre. Je leur ai accordé 30 jours de plus de silence radio total. Je ne les ai pas bloqués pour le drame. Je les ai effacés. Nouveau téléphone, nouveau numéro, nouvel email, tout était nouveau. Sarah a changé le mot de passe de sa sonnette caméra la même semaine après que maman ait essayé de se présenter à 2 h du matin en pleurant sur le porche. Enregistrement de sécurité seulement, pas de conversation. Le 31e matin, je suis entrée dans le bureau de Martin Lefebvre, au 17e étage d'une tour de la Défense. Le même Martin que j'avais autrefois payé en bière et pizza pour écrire son mémoire de fin d'études. Maintenant, il portait un costume à 3 000 € et avait « avocat en droit pénal financier » sur sa porte. J'ai déposé un classeur de 5 cm d'épaisseur devant lui et j'ai dit « Je les veux en prison ». Il l'a ouvert. Page 1, la photocopie de ma carte d'identité à côté de 9 demandes de carte de crédit falsifiées. Page 2, les frais de jet privé de 41 200 €. Page 50, les reçus de la pharmacie de préparation pour 4 cycles de testostérone et de nandrolone adressés à L. Dubois, Versailles. Page 400, les relevés bancaires montrant chaque paiement provenant du compte de l'entreprise de Richard ou de la carte de débit personnelle de maman. Martin n'a pas bronché une seule fois. Quand il a fermé le classeur, il a simplement dit, 10 ans minimum pour l'organisateur. C'est ton père. Il a tout déposé le même jour. Pas au tribunal d'instance. Au pôle financier du parquet de Paris. Enquête de la police judiciaire pour fraude fiscale sur les dépenses de l'entreprise de football, escroquerie en bande organisée, usurpation d'identité. 3-4 Ils ont utilisé la poste pour recevoir les cartes. Dossier complet transmis au procureur de la République. 10 jours plus tard, je déjeunais avec Sarah quand mon nouveau téléphone s'est allumé avec une alerte d'actualité. Je l'ai ouverte et j'ai failli laisser tomber ma fourchette. Photo de Richard Dubois, le visage pressé contre le capot poussiéreux de son propre Range Rover au milieu d'un lotissement à moitié construit en banlieue. 2 agents de la police judiciaire en coupe-vent bleu lui tordant les bras derrière le dos pendant que son équipe se tenait figée, des outils à la main. Titre: un entrepreneur de Versailles arrêté pour une usurpation d'identité de 178 000 € sur sa propre fille. Maman a été arrêtée 24 heures plus tard sur le parking d'un carrefour, tenant encore 2 pots de la whey à la vanille préférée de Lucas lorsque les agents lui ont passé les menottes. Lucas a été interpellé 3 jours après. Les gendarmes l'ont trouvé en train d'essayer de s'entraîner dans un parc public car toutes les installations privées de la région l'avaient banni à vie. Ils ont pris son téléphone, son MacBook, son SUV, tout. L'acte d'accusation est tombé le lundi suivant. Richard, 12 chefs d'accusation. Carole, 8 chefs d'accusation, y compris complicité. Lucas, 4 chefs d'accusation en tant que complice et bénéficiaire. Pas de caution pour Richard. Le juge a considéré le risque de fuite avec l'avion d'affaires toujours à son nom. Directement à la prison de Fresnes en combinaison orange. Maman a payé sa caution mais a dû rendre son passeport et a eu droit au bracelet électronique. Lucas a été assigné à résidence dans la maison de Versailles sous surveillance pré-procès, la même maison maintenant assaillie par les camions de presse 24H24 et 7J7. Martin m'a envoyé les photos d'identité judiciaire. Le visage de Richard était gris, les yeux vides. Maman avait l'air d'avoir 20 ans de plus. La photo de Lucas montrait un gamin qui réalisait enfin que le monde n'allait plus se plier à ses volontés. L'histoire a fait le tour du pays pendant 3 jours. L'équipe 21 a diffusé un segment de 30 secondes intitulé « La famille d'un espoir du football arrêté dans un scandale de fraude ». Les chaînes locales ont campé sur la pelouse jusqu'à ce que le juge impose un périmètre sans médias. Les anciens parents du club qui léchaient le sol où Lucas marchait se sont soudainement souvenus de chaque détail suspect qu'ils avaient ignoré pendant des années. J'ai regardé tout cela depuis la chambre d'amis de Sarah, buvant un café un matin tranquille, lisant l'acte d'accusation comme si c'était le meilleur roman que j'ai jamais ouvert. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste senti la dernière chaîne se briser. Richard Dubois n'était plus mon père. Il était le détenu fédéral 48 729 509 et j'étais enfin, complètement, intouchable.
14 mois plus tard, j'ai pris le tout dernier siège au fond de la salle d'audience 402 du Palais de Justice de Paris. Je portais un blazer noir uni, les cheveux tirés en arrière, pas de maquillage. Je voulais être invisible. J'étais la seule personne dans la galerie qui n'était ni de la presse ni de la famille. Richard a été amené en premier, en combinaison orange, les cheveux grisonnants sur les tempes. Il avait perdu 20 kilos et toute son arrogance. Quand il a balayé la salle à la recherche de visages familiers, ses yeux sont passés sur moi comme si j'étais une étrangère. Bien. Carole est arrivée ensuite, bracelet électronique caché sous un pantalon large, serrant un chapelet si fort que ses jointures étaient blanches. Lucas est entré en dernier en traînant les pieds, l'air d'être le jeune homme brisé de 18 ans qu'il était devenu. Aucun d'eux ne m'a vu. Le juge est entré. Tout le monde s'est levé. Le procureur a exposé l'accord de plaider coupable final d'une voix plate et ennuyée. Richard Dubois, coupable de 3 chefs d'accusation d'usurpation d'identité aggravée, 2 chefs d'escroquerie, 1 chef de fraude fiscale. Peine recommandée, 96 mois d'incarcération. Pas de libération conditionnelle, suivi socio-judiciaire de 3 ans. Carole Dubois, coupable de complicité et de recel de délit. 60 mois de sursis avec mise à l'épreuve, les 18 premiers mois en détention à domicile, restitution totale, solidairement. Lucas Dubois, condamnation avec sursis, programme de déjudiciarisation, 2 ans de mise à l'épreuve, interdiction permanente de pratiquer le football organisé à quelque niveau que ce soit. Le juge a demandé à Richard s'il avait quelque chose à dire. Il s'est levé, la voix tremblante, et a livré la performance de sa vie. J'ai honte. J'ai fait des choix terribles. J'essayais de donner une chance à mon fils. Je n'ai jamais voulu blesser ma fille. Il a même réussi à verser une larme. Le juge n'a pas été ému. Quand elle a prononcé la sentence, 96 mois à purger au centre pénitentiaire de Fresnes, date d'entrée dans 30 jours, les genoux de Richard ont fléchi. 2 gardes l'ont rattrapé avant qu'il ne touche le sol. Carole a poussé un cri animal, mi-sanglot, mi-hurlement. Lucas regardait droit devant lui, les yeux vides. La restitution a été ordonnée conjointement, 178 412 € plus les intérêts, payables immédiatement. Le procureur a ensuite demandé, et le juge a accordé, la saisie de la maison de Versailles pour satisfaire une partie de la dette. La maison de 5 chambres, le terrain d'entraînement dans le jardin, la salle des trophées, tout cela était parti. Vente aux enchères prévue dans 41 jours. J'ai regardé les gardes emmener Richard. Ses épaules étaient voûtées comme celles d'un vieil homme. Carole s'est tournée vers Lucas, mais il a reculé à son contact. Pendant une brève seconde, les yeux de maman ont balayé la galerie, cherchant. Ils se sont posés sur moi. Je n'ai pas bougé. Pas hoché la tête. Pas cligné des yeux. Elle a réalisé qui j'étais et son visage s'est complètement décomposé. Je l'ai juste regardée comme si elle était en verre. Le juge a frappé avec son maillet. Affaire classée. Les gens ont commencé à sortir. Je suis restée à ma place jusqu'à ce que la salle soit vide, à l'exception du greffier qui rangeait ses affaires. Quand le dernier journaliste est parti, j'ai enfin expiré le souffle que je retenais depuis plus de 2 ans. Il n'y avait pas d'ivresse de la victoire, pas de larmes, pas de désir de courir et de leur crier au visage. Juste un vide immense et glacial là où se trouvait ma famille. Comme se tenir sur le terrain d'entraînement dans le jardin après que les lumières se soient éteintes pour de bon. Froid, silencieux, terminé. Je suis sortie du palais de justice dans un après-midi parisien lumineux. Les toits de la ville semblaient exactement les mêmes que toujours, mais tout le reste était différent maintenant. 1 an après ce jour, j'étais enfin entière. La biopsie était revenue bénigne. Sarah a retiré la boule lors d'une intervention ambulatoire de 40 minutes, me laissant avec une fine cicatrice qui court comme une ligne silencieuse sous ma mâchoire. J'ai gardé le rapport de pathologie dans un cadre sur mon nouveau bureau, nodule thyroïdien bénin. Aucune preuve de malignité. Certains jours, je le touche juste pour sentir que les mots sont réels. Avec les chèques de restitution et mes propres économies, j'ai acheté un petit pavillon des années 40 près de la forêt, à 10 minutes des sentiers. Façade vert foncé,
Un Porsche qui fait le tour, un jardin assez grand pour un chien et un potager, et absolument aucun terrain d'entraînement. J'ai signé un mardi de septembre, j'ai eu les clés, et j'ai dormi par terre la première nuit parce que le camion de déménagement était en retard. C'était la meilleure nuit de sommeil de ma vie. Octobre est arrivé, doré et vif. Un samedi après-midi, j'ai conduit vers le sud sans autre raison que la lumière était parfaite et je voulais un café de mon ancien endroit préféré. J'ai pris les petites routes à travers Versailles sans y penser, et elle était là, la maison, un panneau rouge vif, vendu, planté dans la pelouse, un camion de location garé dans l'allée, un jeune couple transportant des cartons, riant, leur petite fille courant après des bulles de savon sur ce qui était autrefois le terrain d'entraînement de Lucas. Le terrain avait disparu. Les projecteurs de stade avaient disparu. Les étagères à trophées avaient disparu. J'ai ralenti la voiture à peut-être 15 km/h. La femme a levé les yeux, a souri, a fait un signe de la main comme les gens le font. J'ai levé une main du volant en retour. Dans le rétroviseur, j'ai regardé la petite fille courir exactement à l'endroit où je me tenais autrefois, comptant les frappes dans le noir. J'ai gardé l'image pendant une seconde exactement. Puis j'ai appuyé sur l'accélérateur et je me suis réinséré sur la route. Mes mains n'ont pas tremblé sur le volant. Pas même un frémissement. Ils ont tout perdu. La maison, la réputation, l'enfant en or, et ils se sont perdus les uns les autres. J'ai gagné une vie qui est enfin, complètement, à 100% la mienne. Et alors que la forêt se dressait devant moi et que l'ancien quartier disparaissait derrière, j'ai souri pour la première fois depuis des années sans vérifier qui pourrait regarder. Je ne suis jamais retournée en arrière.